Alors nous avons trois intervenants exceptionnels pour nous parler de cette œuvre. Mais je voudrais juste dire, avant qu'ils ne commencent, que Gustav Metzger était un penseur, un artiste engagé, un artiste visionnaire à bien des égards, dont la réflexion en fait, s'est articulée autour de nombreux thèmes, mais notamment et plus particulièrement sur les thématiques liées à l'environnement. C'est des thématiques qu'il a abordées dès la fin des années 50. Un engagement, en fait, qui prend une résonance toute particulière aujourd'hui. Alors, pour nous parler ce soir de Gustave, je voudrais commencer par remercier Alexandre Deval, qui est l'instigateur de cette conversation, qu'il va animer ce soir, et qui est... je vais peut-être enlever le masque, excusez-moi. C'est difficile. Alors, Alexandre est le directeur de la Fondation Venez, qu'il dirige depuis 2014 avec brio et charisme. Et il est accompagné ce soir par Hélène Guenin, qui est la directrice du Musée national d'art contemporain à Nice, et par Mathieu Copland, qui est un commissaire et un éditeur indépendant. Mais je sais qu'Alexandre va vous parler un peu plus de nos deux intervenants, donc je ne vais pas trop en dire. Je peux juste vous dire que ce sont non seulement des grands experts de son œuvre, mais également des grands passionnés et admirateurs de son travail, et qu'ils ont travaillé personnellement avec l'artiste à de nombreuses reprises. Je vais juste encore vous donner quelques éléments sur comment une galerie comme la nôtre s'est retrouvée à travailler avec Gustave. Comme je le disais, Gustave était un artiste très engagé dans les questions écologiques, environnementales, et fidèle à ses principes, il ne produisait pas d'œuvres d'art. Sa réflexion artistique, en fait, s'articulait autour de conférences, de manifestes, de happenings. Et quand il a produit des œuvres d'art, en fait, elles existaient sous leur forme créative, dans le processus de création ou de destruction, on va dire. Je sais que Mathieu va nous en dire un peu plus tard. Mais en ce sens-là, il était anti-marché de l'art. Et donc, alors qu'il venait souvent à la galerie de son vivant, et qu'il admirait beaucoup des artistes de notre programme, qu'il a rencontré à plusieurs reprises Ivan Wiers, il a toujours décliné toute forme de collaboration quand il était encore en vie. Par contre, il avait monté une fondation dont la Gustav Metzger Foundation, dont la mission était de continuer en fait son engagement dans la sensibilisation au réchauffement climatique, et qu'il avait dit en fait, il avait stipulé que le comité qui était en charge de cette fondation devait trouver un organisme qui pouvait les épauler dans leur démarche. Et à son décès en 2017, le comité s'est tourné vers Hauser & Wirth. Nous avons bien sûr accepté, mais si tel n'avait pas été le cas, il se serait tourné en fait vers un organisme artistique à but non lucratif. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer les liens entre la galerie et la fondation. Mais je vais laisser la parole à Hélène, Alexandre et Mathieu. Merci. Merci. Formidable. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi et à la galerie Hauser & Wirth pour votre accueil, votre engagement aussi, pour la connaissance de l'œuvre de Gustav Metzger et de ses préceptes. Merci à tous d'être venus aussi, à ceux qui nous regarderont en ligne, pour assister à cette conversation. Je vais dire très peu. Moi, je pense que moins j'en dirai, plus la conversation sera réussie. Simplement pour remettre les choses dans le contexte, tu as déjà tellement bien parlé, Laetitia. C'est vrai que l'œuvre de Metzger, c'est une œuvre qui est d'une incroyable richesse, avec en contrepartie si peu de choses visibles, et elle est aussi d'une actualité flagrante, ce qui m'a valu d'ailleurs dans la préparation de cette conversation un message d'Extinction Rebellion,
qui se reconnaît tout à fait dans l'œuvre de Metzger, et un message que je vous lirai en conclusion, parce que je crois que c'est une bonne conclusion pour ce que nous nous dirons. Voilà. La proximité est évidente, notamment depuis la participation de Metzger au comité des 100 en 1960 en faveur du désarmement nucléaire, qui lui a valu un mois de prison, donc un engagement déjà militant. Metzger, sans rentrer dans la biographie chronologique, est un artiste dont on sait qu'il est marqué par la Shoah, dont il est un rescapé. Et malgré tout, son œuvre commençait, disait-il, avec la bombe atomique. Il développe alors un art autodestructif en faisant des peintures à l'acide dont il ne reste rien. En septembre 1966, il organise la Destruction in Art Symposium avec une centaine de psychologues et d'artistes, dont des actionnistes viennois, des membres de Fluxus. Mais l'autre versant, c'est l'art autocréatif, avec notamment des œuvres faites à partir de cristaux liquides qui sont absolument exceptionnels, qui sont, enfin, dont on parlera tout à l'heure, qui ont été visibles en 1966 à la Better Books Gallery et sur scène dans les concerts de The Who, Cream et The Move dans cette année-là. À bien des égards, son œuvre souligne l'urgence écologique, comme tu le disais, et donc nous parlerons de la manière dont il peut aussi faire évoluer des pratiques. Son œuvre englobe extraordinairement des problématiques qu'on peut rattacher parfois à zéro, à l'art cinétique, au pop, au nouveau réalisme, à la performance. J'ajouterais à l'art concret, à l'art conceptuel et tant d'autres. Et donc, je pense qu'on pourra aussi aborder ces questions-là qui sont d'une très grande richesse. Son grand œuvre, c'est aussi ses écrits qui ont été publiés, édités par Mathieu Copland, ici présent. On le verra tout à l'heure, qui est une Bible absolue. Et je vais vous dire maintenant un mot de nos deux intervenants pour en parler, Hélène et Mathieu, mais qui ont le point commun, et ça je m'en réjouis, d'avoir beaucoup travaillé sur l'œuvre de Metzger, mais d'avoir aussi fait beaucoup de livres d'une très grande qualité, parce que à la fois le fond et la forme, et comme on le dit, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Donc c'est des livres que vous pourrez vous procurer, j'espère, si vous ne les avez pas déjà, avec beaucoup d'intérêt et qui poursuivent tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, qui sont assez formidables. Mathieu Copland, pour commencer, vous êtes commissaire d'exposition, éditeur indépendant, ce qui ne vous a pas empêché de travailler avec les plus grandes institutions, au Centre Pompidou pour l'exposition Vide, notamment avec Laurent Lebon, et à la Kunsthalle de Berne, avec déjà Gustav Metzger au MAC de Lyon, invité par Thierry Raspail, pour Soundtrack for an Exhibition, Alan Vega, au MUAC de Mexico City, la Kunsthalle de Saint-Gall, la Ferme du Buisson, vous préparez une pièce de théâtre qui sera visible en septembre. Vous avez initié les séries Exposition parlée, Exposition à être lue aussi au MoMA, commissaire invité de la Biennale de Lyon, Musée du Jeu de Paume, au Plateau, FRAC Île-de-France avec Philippe de Crozat. Je dois aussi mentionner l'exposition d'un film et l'exposition d'un rêve qui compte beaucoup, et comme éditeur Anti-Museum notamment, et vous avez écrit pour le livre poétique, avec un point d'interrogation sur la poésie de Bernard Venet aux éditions Jean Boîte, et vous êtes aussi le directeur d'ouvrage de la monographie de Philippe de Crozat à paraître à la rentrée. Sur Gustav Metzger, on vous doit Auto Creative Art, donc cet ouvrage, effectivement les écrits de Gustav Metzger, vers lequel je vous renvoie naturellement, et dont vous avez dit d'ailleurs qu'il était un labor of love, hein, cet ouvrage. Donc je nous en dirai aussi peut-être un mot, et dans lequel vous mettez en exergue, tout comme dans le symposium international sur Metzger que vous avez fait à Zurich, à la Zurich University of the Arts, the need for art to change the world, voilà, qui est une phrase absolument essentielle. Hélène Guenin, je connais assez bien, mais j'ai dû prendre des notes parce que vous avez fait tellement de choses aussi. Vous avez été pendant 8 ans au Centre Pompidou-Metz, en charge du pôle programmation, de la politique des expositions, du programme de spectacles vivants, de performances ainsi que des éditions, d'où votre
votre talent pour faire des livres aussi, commissaire associé de l'exposition Chef-d'œuvre, un autre point d'interrogation, avec Laurent Lebon, toujours d'ailleurs, et des expositions Daniel Buren, Ronan Erwan Bouroulec, une brève histoire des lignes, Tania Moureau, une rétrospective, tant attendue, ajouterais-je, ou Sublime, les tremblements du monde, qui soulignait la fascination de la catastrophe depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la conscience aiguë de la responsabilité collective au XXe siècle. À cette occasion, vous aviez réactivé la performance mobile de Gustav Metzger. Et depuis 2016, vous êtes au MAMAC à Nice, où vous avez montré votre grand talent pour monter des expositions à la fois riches, précises et passionnantes. Je peux en citer que quelques-unes. Cosmogonie au gré des éléments, Lars Fredriksson, Le diable au corps sur l'art cinétique et le cinéma avec Pauline Marie, À propos de Nice. Et je me dois de citer Bernard Venel et les années conceptuelles 1966-1976. Mais quand vous êtes arrivé au MAMAC à Nice, c'est avec Metzger, Gustav Metzger, que vous avez vous avez débuté, fait votre première exposition, et notamment avec cet ouvrage Remember Nature, qui est qui est un ouvrage assez essentiel aussi dans la découverte de l'œuvre de Metzger, et où vous aviez là encore réactivé la performance mobile. Alors peut-être que vous pouvez nous dire un mot de cette exposition en 2016 et du rapport de Metzger à la nature. Avec plaisir. C'est vrai que cette exposition était un peu une exposition flagship, comme on dit en bon anglais, qui voilà, était une façon aussi d'exprimer au moment de l'arrivée à Nice un désir de porter un regard à la fois dans les modalités de production des expositions, mais aussi dans les sujets mêmes sur les enjeux écologiques de notre temps. Parce que je crois que le monde de la culture ne peut pas s'abstraire de ces enjeux-là. Et Gustav Metzger, ça a été vraiment un des pionniers. On pense souvent à Beuys quand on est sur ces sujets-là, mais Gustav a été vraiment un des pionniers en la matière, avec en plus un axe de travail qui hante finalement toute cette génération. C'est ce lien que vous avez évoqué sur le contexte dans lequel Gustave va grandir et qui va amener finalement toute cette génération à vivre le désastre généralisé et une organisation industrielle de la mort et de la destruction de l'humanité. Il a réchappé de la Shoah par la préscience de ses parents qui l'ont envoyé avec son frère dans le cadre du programme de Kindertransport en Angleterre. Sa famille a péri dans les camps. Et c'est vrai que cette conscience dramatique dès les premières années de la vie de Gustav Metzger, plus la question de la bombage qui va apparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, crée comme ça une sorte de paysage de menaces qui va hanter cette génération et qui est très présente dans les collections de nouveaux réalistes qui sont également dans la collection du MAMAC. Donc c'était une façon à la fois de venir vraiment sur ces enjeux écologiques, sur cette finalement présence récurrente dans l'art de ces enjeux dont on redébat de plus en plus aujourd'hui, mais qui sont agités par les artistes et par les penseurs depuis plus de 60 ans aujourd'hui, et de le réintégrer aussi dans un paysage qui est celui de sa génération, une génération qui a traversé la guerre et qui, au lendemain de la guerre, va vraiment explorer l'enjeu de la destruction comme acte créatif. C'est le cas pour Gustav Metzger, et je pense que Mathieu Copland va l'évoquer. C'est le cas pour Jean Tinguely, qui va faire des monuments autodestructifs. Il va en faire un au cœur du Jardin du Moment en 60, puis dans le désert, à côté de Las Vegas, pas très loin des endroits où on fait les tests nucléaires en 62. Donc voilà, c'est un peu ce paysage-là, et l'enjeu de l'exposition, c'était vraiment de montrer comment, dès l'aube des années 60, il a pris d'abord à travers des manifestes, puis à travers des projets réactivables, des positions fortes sur l'écologie, sur la nécessité de porter attention à la nature et à toutes les formes du vivant. Donc il a toujours mis ces deux axes en perspective. Et le projet mobile qui était évoqué, c'est un projet qui date de 1970. Il a, à cette époque-là, mis un cube de plexiglas sur le toit d'une voiture
qu'il a fait circuler dans Londres pendant quelques jours. Et en fait, le pot d'échappement était raccordé au cube par un tuyau. Et à l'intérieur de ce cube, qui était donc sur le toit de la voiture, il y avait des plantes et je crois aussi de la viande, Ouais. quand il l'a fait la première fois. Et donc, évidemment, le fait de faire circuler la voiture dans Londres a créé une sorte d'asphyxie progressive de la plante. Et c'était une façon finalement de rendre manifeste par une sorte de protocole semi-scientifique, semi-absurde, eh bien, l'intoxication du vivant. Cette pollution invisible de l'air. Et donc on sait à quel point cet enjeu reste primordial. Il a fait l'objet de nombreux débats entre les gouvernements. On n'a toujours pas vraiment résolu la question du CO2 et de l'impact de la circulation, mais dès 70, il fait ce geste qui va être régulièrement réactivé par la suite. Dans la Biennale de Sharjah notamment, À la Biennale de qui est, qui est Sharjah, une autre pièce. oui, Ouais. c'était une version étendue, on va dire, parce que 2 ans après ce projet-là, il a proposé aux organisateurs du premier sommet de la Terre, donc on est 72, on en a fait de nombreux depuis, ce sommet de la Terre qui se tient à Stockholm et qui veut déjà débattre des enjeux climatiques, des enjeux de préservation de la nature. Gustav Metzger va proposer de faire là aussi une sorte d'œuvre manifeste qui aurait vocation à éveiller les consciences pendant ce sommet, avec une sorte de grande structure de plastique autour de laquelle il souhaitait disposer 120 voitures. Et ces voitures étaient censées larguer pendant toute la période du sommet, pendant la dizaine de jours de rencontre des États, la fumée de leur gaz d'échappement dans la structure. Donc pour lui, il y avait quand même de la beauté dans l'acte, avec l'idée que finalement les fumées qui seraient lancées par les voitures à l'intérieur de la structure créeraient des volutes. Il appelait ça d'ailleurs l'esthétique de la révulsion, finalement comment on crée aussi de l'esthétique avec l'horreur, comment il peut y avoir de la beauté dans l'horreur. Et donc d'avoir cette accumulation qui rendrait visible une pollution qui se génère à l'échelle de la planète. Et il voulait faire une autre version avec les mêmes voitures à l'intérieur, avec, je pense, en espoir secret, le fait que peut-être tout exploserait avant la fin. Donc les La organisateurs... Java des bombes atomiques de Boris Vian. Voilà, donc les organisateurs ont coupé court à cette proposition. Et la Biennale de Sharjah, par contre, effectivement, en 2007, a fait une exposition, une biennale sur les enjeux écologiques et a fait une activation pour la première fois de ce projet avec une centaine de voitures, je crois. Alors, il y a beaucoup d'autres œuvres et actions de Gustav Metzger qui ont un rapport justement avec la nature, dont le titre d'ailleurs de l'exposition, Remember Nature. Oui, ça c'est un des derniers projets que Gustav Metzger a lancé. En fait, une chose qui est très forte et je pense qu'il va ressortir dans le cadre de la conversation, c'est l'esprit collaboratif en fait de Gustav Metzger. Beaucoup de ses projets reposent aussi sur une possible participation alors est-ce que c'est du public, des spectateurs, enfin voilà, on donne le mot que l'on souhaite, mais une participation pour contribuer aussi à cet esprit de prise de conscience. Et en 2015, il va lancer un appel à projet dans une école d'art, la St. Martin's School à Londres, où il va inviter en fait toute une jeune génération d'artistes à s'emparer avec les outils créatifs qui sont les leurs, de la performance, de la photo, de la peinture, des enjeux écologiques et de la nécessité d'alerter sur l'urgence des enjeux. Et c'est une belle façon aussi de transcender finalement un message qu'il n'a cessé de délivrer pendant plus de 5 décennies, en faisant un geste créatif et en passant finalement le flambeau à une jeune génération. Et donc il était tout naturel quand j'ai fait cette exposition avec évidemment son accord à Nice, eh bien de réactiver cet appel à projet avec les écoles de Nice et d'inviter là aussi une jeune génération à s'emparer de ces enjeux. Voilà, ce qui a donné une chose assez joyeuse avec des propositions d'une nature plus ou moins intéressante, mais en tout cas une énergie collective vraiment autour de ces enjeux. Ça participe, je crois, beaucoup à la puissance de l'œuvre de Metzger aussi, parce que les personnes qui sont autour de son art et de son œuvre sont extrêmement impliquées dans
c'est pas une œuvre qui laisse tout à fait froid ou indifférent. Enfin, Oui, Mathieu, au symposium à Zurich, d'ailleurs, vous avez rassemblé beaucoup des grands spécialistes de Metzger, et je crois qu'il y a un rapport différent à l'œuvre de Metzger qu'au travail. C'est lié à ses injonctions aussi, peut-être, comme RAF, je veux dire, Reduce Air Flights, etc. Enfin, il y a quelque oui. chose Bon, il y de a cet ordre-là, non? tu as un engagement sans compromis. Ouais, Par contre, ce qui est vrai pour commencer, comme tu disais, le rapport avec les étudiants est fondamental. Quand il va faire sa première œuvre publique, où il va installer ses écrans de nylon pour faire la première action démonstration de l'action painting, vraiment voilà, que l'on voit. Alors ça, c'est la version avant, c'était quand il était à King's Lynn, dans son studio, où là, il va faire le premier test. Et d'ailleurs, on voit aussi l'ambivalence de l'artiste, puisqu'il fait venir un photographe pour documenter ce moment. Alors, il y a deux choses. Il y a la volonté de ne pas préserver ce qui va se passer, qui est marqué dans le premier manifeste, mais il y a aussi oui, la prétention de l'artiste, qu'il ne faut surtout pas oublier ni retirer. Et ça, je pense, c'est fondamental. Mais avant d'aller là-dedans, juste pour rebondir sur cette nécessité des étudiants, qui je crois est fondamentale chez Gustave, c'est par exemple quand on voit qu'il va faire sa première action démonstration sur les bords de la Tamise, c'est organisé par des étudiants de l'Architecture Association de Londres, et c'est eux qui vraiment prennent en charge toute la réalisation du projet. Et c'est intéressant de voir tout au long de sa vie qu'il va revenir vers les étudiants, où ils vont là d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve avec chez Isidore Isou, c'est oui, la foi en la jeunesse et de voir cette volonté, cette force créatrice qui permet d'avoir un nouvel axe, vraiment une grande voie de travail ouverte grâce à cette force. Donc ça, je pense, c'est essentiel, mais qui répond pas du tout à votre question. non, bah, c'est tant mieux. Mais, mais effectivement, là, Enfin, c'est si, magnifique. Hein? ça répond tout à fait à la question. C'est quelque chose qui fait participer, la participation. Tu sais, Oui, on dit d'ailleurs que pour que quelqu'un s'attache à vous, il vaut mieux lui demander un service que lui rendre un service. Voilà. Metzger demande la participation des autres aussi. voilà. Et Ouais. ça, c'est le moment où justement en 96, quand tu vas faire les photographies historiques, là pour vraiment passer sur autre chose totalement différent, là il va mettre en œuvre la participation du public pour révéler ses œuvres, révéler des images, donc des images qui elles-mêmes viennent aussi des masses médias, des médias de masse, où il va sélectionner une image, mais pas la rendre visible, vraiment demander l'action du spectateur pour la rendre visible. Et ce qui de nouveau rejoue en fait la pièce dont tu parlais avec Saint Martins, c'est cette volonté de travailler les médias, qui est la chose primordiale chez lui. Les journaux, on ne pouvait pas le croiser dans la rue à Londres sans un sac plastique rempli de journaux, ces journaux gratuits qu'on donne. Et chez lui, c'était juste rempli de journaux qu'il avait ramenés, souvent les mêmes copies du même, parce qu'il voyait là, dans le journal vraiment une source iconographique de son œuvre, mais aussi, et ça c'est quelque chose de fort intéressant, c'est alors, toujours autour de cette pièce-là, quand il va projeter de l'acide sur sur le nylon. Donc, la première fois qu'il le fait, c'est dans un studio à King's Lynn, là où il vivait euh, à ce moment-là. Ensuite, il retourne à Londres et il va faire la première action publique dans le cadre d'une exposition, sa dernière exposition de ses peintures. Et là, il va en faire le parallèle, qui va vraiment faire la transformation pour lui et de pur y revenir. Et on reviendra probablement sur les peintures dont je viens de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il va décider de rendre public cet art autodestructif, il va, il va prendre plusieurs choses. Il va prendre d'abord la forme du manifeste qu'il distribuera. Le manifeste qui est vraiment cette forme en plus des avant-gardes, qu'il va se saisir. Bon, après, on pourra en parler longuement, puisqu'il y a quand même un jeu typographique qui n'est pas du tout celui des avant-gardes dadaïste ou surréaliste, c'est vraiment très sobre là, ce qu'il va mettre en œuvre, mais c'est le manifeste, il les appelle ainsi. Et l'autre chose, c'est vraiment l'action démonstration publique, et donc il organisera une conférence en 1961, dans laquelle d'ailleurs il est très agile, puisqu'elle sera ouverte, cette conférence, par une introduction, comme les brillantes que nous avons eues ce soir, qui va être donnée par Yashar Reichardt, qui était jusqu'alors
plutôt la grande critique d'art qui écrivait sur Bacon et d'autres. Et beaucoup plus tard, donc là, on est en 61, en 69, elle fera cette grande révolution cybernétique à l'ICA avec Cybernetic Serendipity, qui est vraiment le moment où on regarde le lien entre tout simplement l'art et les technologies. Mais de nouveau, on retrouvera Gustave aussi. Mais juste, je finis sur ça va faire sens. Puisque à ce moment-là, quand il va faire cette première action démonstration dans cette galerie, donc avec cette introduction, là, il va faire non seulement une présentation de 3 types d'œuvres, pas d'œuvres, de 3 types d'œuvres, mais surtout l'entièreté des murs vont être recouverts de journaux. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il était très simplement, il a dit parce que je voulais insister sur le fait que c'était le présent, l'art de maintenant. Et qu'est-ce qui rend plus, à l'époque du moins, compte du maintenant que le journal du jour. Donc c'est aussi ça qui est merveilleux de voir cette nécessité du rapport à l'écrit, à l'art imprimé, au journal, au mass média, et de voir comment tout au long de sa vie, il va y revenir, mais avec des points de vue toujours radicalement différents et qui va permettre, bien plus tard, à Saint-Martin, d'inviter l'ensemble des participants, les étudiants, à découper en fonction de thèmes qu'il va proposer, des images qui vont s'y rattacher et qui d'ailleurs découlent d'une exposition qu'il avait faite à Londres à la Gallery House sur l'invitation de Marc-Camille Kamovitz et Stuart Brisley, où ça va être la première fois qu'il va faire ses présentations de mass media, d'œuvres de mass media. Il y avait un sens. Il y a tout. Vous parliez, oui, de l'art technologique. L'art technologique, il disait, c'est l'art cinétique plus énormément d'argent. Ça, c'était sa phrase. Mais d'ailleurs, tout de suite, il fait assez vite appel à Frank Popper pour parler de parler de son œuvre, ce qui rétrospectivement nous paraît relativement surprenant peut-être. Mais non, en fait, il rencontre Frank Popper très très tôt, en même temps que Pierre Restany et Harry Rimini, et c'est ça qui est fondamental. C'est aussi pour ça que je trouvais ça tellement beau que tu fasses que vous fassiez. On peut se tutoyer. toi, oui, c'est Que tu fasses cette expo à Nice, puisque les liens étaient vraiment fondamentaux pour Gustave avec les nouveaux réalistes. Et donc, il va rencontrer autant Restany que Frank Popper et vraiment avoir une longue conversation soutenue dont on va retrouver les lettres. Les lettres qu'on va retrouver principalement auront plus attrait à 1966 et le Festival de la destruction dans l'art de d'Arias, dont tu parlais. Mais en fait, au moment où il l'invite aussi à venir donc de Paris à Londres pour faire la première conférence conférence, c'est un grand mot. C'est-à-dire que quand Gustave va faire son première exposition de l'art des cristaux liquides, ce sera dans une vitrine de Better Books, qui était la librairie avant-garde des arts à Londres, et il invitera, donc c'était, je me semble, en janvier, il invitera Frank Popper à venir et faire la talk donc donner en fait une contextualisation intellectuelle. Et d'ailleurs, tout de suite, de quoi va faire pour Frank Popper, je cite de mémoire, mais il parlera, puisque j'ai retrouvé la conférence que j'ai publiée là-dedans, il parlera d'un parallèle évident entre Tinguely et Gustave, et qui est Gustave et Tinguely sont deux révolutionnaires dans le sens premier du terme. Et je toujours trouvé ça merveilleux, ce rapport, ce parallèle, puisque s'ils étaient effectivement deux révolutionnaires premiers, il y avait aussi quand même une bataille d'être le premier entre les deux. Et donc Gustave va publier son premier manifeste avant que Tinguely fasse son hommage à New York au MoMA, où il savait que Gustave a su qu'il allait faire cette grande œuvre autodestructive. Et donc Gustave voulait être sûr d'être le premier à le faire. Et puis le second manifeste a aussi un trait avec Tinguely, puisque il voudra le publier avant que Tinguely ne vienne faire sa conférence à Londres. Donc vraiment pour les accompagner. Mais ce qui est magnifique dans leur relation, c'est qu'ils vont pas se rencontrer avant la fin des années 80. Et de tous les endroits, Gustave me dit, ils se sont rencontrés à Art Basel. Alors, pour rebondir sur le terrain de Tinguely plutôt. Ouais. Hein, ouais. Oui et non, alors oui, mais il y allait tout le temps. Et ce qui est drôle, c'est que quand Tinguely a su que Gustave était là, il l'a pris dans ses bras, il a juste crié, c'est lui qui a écrit le manifeste, c'est lui qui a écrit le manifeste. Et voilà la petite histoire d'une grande richesse au final, puisque c'est grâce à ces manifestes, donc cet art de la proposition que va écrire Gustave, qu'on aura effectivement cette révolution tout simplement dans ce que peut être une œuvre d'art, une révolution à contextualiser. Hein. Il n'est pas le seul à l'accompagner, mais effectivement, il
il mettra le manifeste et nous proposera de réfléchir ce que peut être une œuvre d'art de manière complètement différente, je pense. Donc il y a les œuvres autodestructives, on a parlé donc de cet acide sur le nylon, des œuvres qui doivent être ensuite jetées au rebut, qui sont pas destinées à être conservées comme des œuvres abîmées. Il y avait ces cartons de télévision aussi, Oui. qu'il utilisait tels quels, hein. Mhm. Euh, et puis il y a les œuvres autocréatrices. Donc tu parlais des cristaux liquides, qui est une des œuvres peut-être les plus emblématiques et les plus faciles, pas les plus fascinantes, mais totalement fascinantes quand on a la chance de pouvoir la voir. Vous voulez peut-être la décrire aussi. Les images sont relativement connues, mais décrire aussi en quoi consistent ces œuvres. Ben oui, alors peut-être un truc avant, juste avant d'y aller là-dedans, parce qu'il y a un lien merveilleux quand tu as utilisé le mot cinétique. Et je pense que, et c'est ça où je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais de l'œuvre mobile avec tant d'éloquence, et qui est vraiment fondamental pour Gustave, parce qu'il va la faire en fait. Stephen Bann organisait une exposition sur l'art cinétique à Londres, à la Hayward, et sur lequel Gustave n'est pas invité, malgré la proximité qu'il avait avec Stephen Bann et malgré la proximité qu'il avait avec un des écrivains des textes dans le catalogue. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il va faire une œuvre en marge de cette exposition, Mm. et va faire, donc, que tu décrivais, mobile, il va la faire pour le soir du vernissage. Et il va donc s'inviter lui-même. Alors après, c'est C'est un drôle. pirate. Ouais, complètement. Et toi, tu en connais mieux un qui était formidable. Enfin, il y en a beaucoup qui vont s'inviter, comme Buren et Buren quand les attitudes deviennent oui, formes. exactement. Ouais. Et c'est fantastique, ces gestes qui vont dire, voilà aussi ce qu'est une attitude, ce qu'est une forme littéralement, pour les deux d'ailleurs. Et donc, mais l'art cinétique, je crois, est une des clés de voûte de l'œuvre de Gustave, qu'il faut vraiment regarder. Par exemple, tu parles de l'œuvre des cartons, des cardboard qu'il va proposer. Là, c'est fascinant. Il va faire, donc c'est dans un vrai artiste, un artiste sur un café à Londres où il va proposer cette œuvre. Alors là, peut-être juste un tout petit peu de biographie, si tu me permets. Oui, Et bien après, on sûr. revient sur les cristaux liquides, mais je pense que c'est important, Mm. en plus en rapport avec nos amis de Hauser and Wirth et l'exposition de Somerset, qui présente les peintures, comme je disais qu'on y reviendrait. Ouais. C'est effectivement de voir comment on en arrive à cette épiphanie d'un art autodestructif. Et qui dira autodestructif, dira autocréatif. Donc cette articulation, c'est finalement de la même pensée pour Gustave, je pense. Et donc, effectivement, parce qu'il est peintre à l'origine. Enfin, au tout début, il sera sculpteur, mais vite, il va s'articuler vers la peinture. Et quand tu parlais de Popper, j'ai dit effectivement, il est très juste et très agile dans les invitations et propositions qu'il voudra avoir. Et mais en fait, on le retrouve tout au long de sa vie. Et donc, quand il est à la fin de 1944, il décide de 45, il décide de devenir artiste. En fait, il se pose cette question, soit il est comme il le dit, est-ce qu'il va devenir un révolutionnaire un révolutionnaire professionnel ou un artiste? Il va décider de devenir artiste et la première personne qu'il ira voir est Henry Moore, et lui proposant d'être son assistant. Henry Moore lui dit, il faut d'abord que tu apprennes va dans une école d'art et ensuite on verra. Et donc c'est pour ça qu'il ira dans une école d'art où il va rester nombre d'années et entre autres on étudiera avec David Bamberg, qui sera son mentor et donc le peintre Bamberg, vorticiste, proche de Wyndham Lewis. Donc, et de nouveau, ce que je lis là-dedans, c'est la volonté pour un jeune homme, pour un jeune artiste plutôt, d'être proche, d'être à l'extrême confrontation des avant-gardes. Puisque là, il a effectivement le rapport premier à une avant-garde, qui est celle du vorticisme, qui est celle et par extension, on va parler de Dada, on va parler du surréalisme, il va être proche de ce moment-là, du futurisme plutôt. Et ce qui est fantastique de voir, c'est tout ce développement qu'il va faire jusqu'en 1959. C'est de chercher à développer une œuvre, comment dit-on, picturale dans les beaux livres, et de voir comment il va chercher à la travailler. Il va y arriver, il va faire une œuvre fondamentale, mais qui n'aura aucun impact. Parce que, entre autres, il y aura ce moment où il va se froisser avec David Bamberg qui va couper tous les liens, d'où la raison qu'il ira vivre à King's Lynn et faire à partir de ce moment-là, en fait, mettre en œuvre sa propre révolution, la révolution de cet art que l'on connaît.
Et, euh, et donc de toutes ces révolutions qui vont s'articuler, donc seront autant l'art autodestructif que l'art autocréatif, que l'on retrouve dès le deuxième manifeste. Il va vraiment articuler ces mots à ce moment-là. Et l'art des cristaux liquides, tu vois, il y avait quand même, on y revient. L'art des cristaux liquides sera, je pense, l'incarnation la plus forte de cet art autocréatif, effectivement. Mais je pense qu'on a une image peut-être. On en a plein. Oui, on peut en dire un mot. Donc, ce sont des cristaux liquides qui sont placés entre deux plaques de verre, Oui. sous un filmés sous un microscope et avec les variations de Ah température. ben voilà. Voilà. Ah, ça, Alors, non, presque. Pas de presque? microscope. Non, Non. non. Alors la première, enfin parlons de celle-là. C'est donc ça c'est la version à 7 écrans, cette projection. Le principe, en fait il l'avait vu sur la couverture d'un magazine, donc de nouveau la nécessité de lire les masses médias, et il avait vu les cristaux liquides de la couverture de Scientific American, et rien que voir ça, il va commencer à extrapoler une possibilité de faire, et, euh, et alors, la première version qu'il fera, là où il invite Frank Popper, c'est sur des lamelles de, oui, Des plaques de verre, hein. des petites plaques de verre. Voilà, c'est ça, sur laquelle il va mettre une goutte, et qui vont tourner en fait, et qui vont passer sur un filament qui va les chauffer, et sur un stream d'air qui va les refroidir. Et donc la première version, si tu voyais en fait à l'œil nu, ces changements, donc ces formes qui se généraient et qui se modifiaient. Alors, ensuite, à l'invitation de Pete Townsend, donc le guitariste des Who, il sera invité à faire la première incarnation publique de la projection de cet art des cristaux liquides, qu'il fera sur 2 soirs de suite, justement, pour le concert du Nouvel An. Le premier soir sur The Cream et le second soir, normalement, sur The Who. Mais hélas, ça a marché le premier soir, donc il était vraiment à l'arrière-scène, là-bas, tout au fond, avec les mêmes projecteurs que maintenant, finalement. Et il va vraiment projeter cet art des cristaux liquides, donc il va vraiment mettre en œuvre cette révolution pop dont Hélène nous parlera si bien ensuite, puisque tu as ça actuellement en magasin. Et Je suis pas venue pour faire de l'autopromo. bah, il faut, Ah il oui, faut. j'ai Moi, oublié de citer l'exposition Les Amazones du Pop à voir au Mamac, bah ouais. absolument. Ouais. Et le second soir, hélas, pour le concert des Who, un grave problème technique fera que ça ne marchera pas du tout. Mais, et ensuite, il y aura un long break, donc entre 69, il me semble, hein. Entre 69 et 1998, où quand il va faire sa première rétrospective au Musée d'Art moderne de Oxford, là, il va travailler avec un technicien, Adrian Fogarty, et là, va mettre en place le système de projection pérenne que l'on connaît, que l'on peut voir quand on a la chance de les voir, par exemple en ce moment dans le Somerset ou dans les collections du Migros ou du Musée d'Art Contemporain de Lyon et d'autres, qui est les versions que l'on connaît. Donc c'est le même principe en fait, sauf que ce sont des projecteurs de diapositives modifiés sur lesquels tournent les cristaux liquides, mais pareil, mis entre deux plaques, mais la grande différence, c'est que il a pu travailler avec Adrian Fogarty, le technicien, qui hélas nous a quittés lui aussi, à des systèmes de vitesse. Donc, c'est-à-dire que tu peux chauffer et refroidir et contrôler la vitesse du mouvement. Mais à aucun moment, tu ne peux contrôler les formes et les couleurs et les images qui se génèrent. Donc, c'est absolument merveilleux. On est dans ce que Brian Eno parlait comme un art génératif, un art auto-créatif, pour reprendre le terme de Gustave, mais aussi on est vraiment mais aussi quelque chose qui peut être contrôlé. Et donc la version que j'avais invité Gustave à faire dans le cadre de l'exposition que j'avais faite au monographique au Musée d'Art Contemporain de Lyon en 2013, la version que Gustave fera s'appelait Supportive, et il avait été très marqué par le tsunami qui avait eu lieu. Et donc, il a demandé aux techniciens de travailler au maximum ces mouvements, qui à un moment, vraiment, cette déferlante, cette vague, qui pour lui était donc, qu'il lisait d'une manière, tu vois, 1 égale 1, vraiment à l'échelle 1, voilà, du ça. Sa manière oui, de le contrôler. Mais un art comme ça qui échappe à son créateur d'une certaine manière, enfin qui est dont le créateur cherche à ne pas contrôler, c'est quelque chose qui apparaît, disons, en 1930 avec Theo van Doesburg et l'art concret déjà quelque chose. C'est cette ambition-là, c'est tout à Même fait. avant, tout à l'heure par téléphone. Oui, bien sûr, ouais.
Non, Et Rodchenko, c'est quoi? non, c'est molinage. Ah oui, Molinage. Molnage, c'est quoi? Molinage, c'est 32, je crois, non? Pas... Toi, l'historien d'art. C'est- Nous, on est venu parler de Gustave. Moi, je disais 32, je pensais 32, et 1930 Van Doesbaum, enfin, effectivement, ces choses-là qu'on retrouve après, effectivement, avec les artistes qui se réclament aussi de l'art concret, notamment. Je pensais à François Morellet pour plusieurs raisons, parce que François, lui, choisissait des systèmes qu'il ne maîtrisait pas. Mais enfin, il disait malgré tout, quand il fait son tableau avec 9 carrés blancs, ça m'a quand même demandé 11 décisions. Voilà, la toile, sa taille, la couleur, etc. Et notamment sur les questions technologiques, puisqu'on est dans les mêmes années. L'art technologique, c'est l'art cinétique plus énormément d'argent. De cette histoire avec un centralien qui s'appelle José Bréval, d'ailleurs, qui va voir les artistes dans les expositions de Frank Popper à Paris, au Musée d'Art moderne, et qui leur propose de travailler pour eux. Ben, Puis ils lui disent tous, écoute, nous on n'a pas d'argent, mais va voir Morellet. Et c'est donc comme ça que des œuvres à système se sont développées, échappant aussi à l'artiste. Donc il n'y a pas quelque chose d'auto-créatif oui. au sens où Gustave l'entend, où on a vraiment un phénomène plus chimique qu'un phénomène technique. Oui, alors il y a peut-être autre chose à voir que le moment d'échappement, un peu le pot d'échappement. Ça va être sympa à traduire ça en anglais, tiens. Ce qui- On va en fait le retrouver dès le début avec l'art autodestructif, c'est-à-dire vraiment cette volonté de projeter l'acide. Donc l'image qu'on avait avant, là il est encore en train de peindre l'acide avec, Oui. donc il a, Oui. et ça, le moment où il va justement faire la transition à ne plus utiliser un support physique pour faire passer l'acide sur les nylons, là à ce moment-là il le fait avec une brosse en métal rempli d'acide qui dissoudra le nylon. Mais après, il va le projeter littéralement. Et ça, il le disait lui-même, ça a été selon l'influence de John Latham. Mhm. Donc, qui faisait ses dessins ce One Second Drawing, où justement il jetait l'encre sans toucher le papier et le dessin était fait. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment grandement influencé Gustave. Et c'est pour ça que quand on voit les photographies iconiques de South Bank Demonstration dont on parlait tout à l'heure, il sera donc tout habillé avec le masque à gaz et ce propulseur pour vraiment projeter l'acide. Donc il faut faire un lien avec... c'est intéressant parce que de nouveau, on est dans cette distance Mhm. qu'on retrouvera d'ailleurs chez Yves Klein quand il va faire la symphonie, et puis avec cette volonté justement de mettre son plus beau smoking pour être sûr de ne pas toucher la peinture. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de faire une distance, et l'art auto-créatif aura ça, puisque ce sera le moment où comment, en somme, enlever de l'équation l'artiste pour que l'art se fasse. Mhm. Et c'est intéressant puisqu'on pourra regarder dans le livre le moment où au début il l'appelle pas l'art auto-créatif mais l'art qui se crée lui-même, self-creative art. Donc, et ce qui veut dire autre chose, c'est-à-dire parce que le self-creative art voudrait dire qu'il n'y a même pas le besoin de l'artiste qui initie le procédé, que le procédé s'initie de lui-même. Donc bien sûr avec toutes les contradictions philosophiques que ça amène, mais ce qui est magnifique de se penser comme ça. Donc effectivement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'art autocréatif et l'art autodestructif vont de pair, puisque l'un et l'autre sont basés sur les mêmes procédés, à la fois intellectuels et puis d'ailleurs, D'ailleurs, ouais, il y a une pièce qui va relier un petit peu les deux. À la même époque, il va présenter une sorte de cube, enfin qui est plutôt présenté comme un losange au mur, à l'intérieur duquel il y a des petites paillettes de mica et un système de propulsion d'air qui fait que, au départ, on a plein de petites feuilles qui deviennent des paillettes après des semaines d'exposition. Donc avec aussi la possibilité que la machine éventuellement s'autodétruise parce que régulièrement il fallait réparer. Mais voilà, il y a vraiment aussi cette idée tout à coup de créer cette espèce d'événement où il y a l'aléatoire de manière permanente. Ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours présent dans le travail de Gustave Metzger. Et en même temps, voilà, cette génération d'une œuvre à travers cette destruction des feuilles et création des paillettes.
Tout à fait, ouais. Ce sera l'exposition qu'il proposera à Swansea Extremes Touch, donc quand les extrêmes se touchent. Et d'ailleurs, de nouveau, une exposition qu'il fera non pas dans une galerie ou dans un musée ou dans un centre d'art, mais dans un laboratoire technique d'une université qui venait d'ouvrir, donc brand new. Et là, ça je le dis à tout le monde, mais personne ne veut le faire, mais il y a un vrai parallèle à faire entre justement les essais de Gustave de ce moment-là et les essais d'Yves Klein, notamment de feu et d'air, qui sont vraiment, les œuvres sont les mêmes quasiment. Et Gustave, là, je sais qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui a eu copié l'autre, mais il y a vraiment une vraie, ouais, il y a un vrai fil rouge à dénouer, je pense, dedans. Mais c'est de nouveau magnifique de regarder ce moment-là. Ils se sont évidemment pas connus. Avec Non. l'un, ils se sont... Non, il non. était très proche de Spoeri, Oui. et avec qui il fera l'exposition justement à Gallery One, The Festival of the Misfits, qui sera la première incarnation Fluxus à Londres. Et d'ailleurs, 62. tout à fait. Il y a un autre artiste pour moi qui est... mais ça, je te pose la question candidement parce que je ne sais pas à quel point ils ont pu se fréquenter, se connaître, etc. Mais dans le rapport aussi politique à l'œuvre, c'est Hans Sacke notamment. Oui, Ils se sont peu connus ou pas connus, non? ah, je me souviens pas. Non. En tout cas, quand Gustave Metzger fait Mobile, donc avec un cube Ouais. sur le toit d'une voiture, il a, à ma connaissance, pas conscience ni connaissance du Condensation Cube de Hans Ouais. Sacke, qui a commencé en 63 à faire des Condensation Cubes. Pardon, c'est un peu difficile à dire. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des trajectoires qui étaient proches, dans la mesure où donc il y a Mobile en 70, en 71, Hans Sacke fait sa fameuse œuvre manifeste où il commence à faire des systèmes plus complexes que le cube, je simplifie, avec un projet qui s'appelle Rhine Purification Water. Donc il a Krefeld, qui est à ce moment-là quand même le hotspot en Europe où il faut absolument avoir exposé. Et il va se saisir d'un enjeu écologique de la ville, c'est la pollution du Rhin qui passe vraiment au pied du musée. Et donc il va littéralement faire rentrer l'eau dans le musée, mettre en place un système de purification. Donc on retrouve tous les codes de l'art de l'époque, pièces au sol, le système avec les tubes qui passent, etc. Et une fois que l'eau va être purifiée, il la rejette dans l'eau salie du Rhin. Super. Donc il y a comme ça ces allers-retours des écosystèmes. Et je ne connais pas l'histoire de manière suffisamment précise, mais la ville de Krefeld, comme beaucoup de villes allemandes de l'époque, dépendait évidemment de nombreuses industries qui, précisément, venaient polluer les eaux du Rhin. Donc voilà, il y a chez les deux artistes vraiment une façon de pointer du doigt de manière très claire des enjeux de leur temps, à la différence que Gustave Metzger va pas produire d'objets finalement, il va créer des expériences, il va surtout choisir l'espace public. Ce qui est une chose extrêmement importante parce que Hans Sacke, ses projets vont avoir une portée énorme. Il va toujours choisir des contextes aussi à forte portée, comme son intervention à la Biennale de Venise, qui tout à coup va donner une visibilité très forte à son geste politique. Mais chez Gustave Metzger, on est dans l'espace public. Parce que c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, Mathieu, à un moment donné, Gustave va se poser la question entre activisme, militantisme politique et carrière artistique. Et j'ai envie de dire que d'une certaine manière, il a résolu la question en faisant les deux, parce qu'il a introduit dans la pratique artistique des enjeux et des méthodologies du militantisme et de l'activisme. Le manifeste, le fait de prendre à partie le public, le fait d'être présent dans l'espace public et d'être finalement dans une adresse directe. On ne passe pas par le prisme du lieu de l'art, mais on va s'adresser directement. Et ça me fait penser aussi à une phrase qui introduit ce manifeste qu'il va contribuer à écrire. Tu parlais tout à l'heure du comité des 100, qui est ce comité dans lequel il va s'impliquer, qui en 1960 va se mobiliser sur les questions nucléaires. Et donc, le titre qu'il trouve pour ce manifeste, c'est Act or Perish.
Voilà, agir ou périr. Et c'est vrai que ça va être présent tout au long de sa vie, d'être toujours dans ce mouvement, dans cet activisme, dans cette adresse à travers l'art, à travers ses expérimentations, à un public large et sur des enjeux majeurs de son temps. Bah ouais. Et d'ailleurs, le Committee of 100 a été nommé par Gustave. Donc le nom même. Ah, je viens de lui. Ouais. Donc mais c'est fondamental. Et tu as raison quand on insistait sur un art public, puisque dès le premier manifeste, il va parler de l'art autodestructif est une forme primaire, est une forme première d'un art public pour les sociétés industrielles. Et vraiment, ça, à la fois cette volonté d'art public et cette volonté de société industrielle, de comment créer une œuvre, comment qui fasse écho, qui soit vraiment l'incarnation pure de ce qu'est cette société à ce moment-là. Mhm. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire avec l'art industriel, avec qu'on va retrouver plus tard dans la musique industrielle aussi, mais qui a un rapport fort, puisque la musique industrielle, on le retrouvera Genesis P-Orridge, enfin Meinheit aussi, qui ont tous les deux été hyper influencés par Gustave. Donc il y a vraiment un lien intense à regarder là-dedans. Oui. Et je sais que tu veux parler depuis tout à l'heure d'art et technologie. Donc, comment envisager... Non, mais tu as raison, tu as Oui, raison. oui. Non, c'est important, c'est façon, c'est fondamental. Qu'est-ce qui va définir plus la société industrielle que la technologie qui lui permet d'être, et de voir comment l'artiste va justement se saisir de toutes ces propositions industrielles pour générer une œuvre. Et c'est ça qui est fantastique. Depuis tout à l'heure, on dit comment faire exposition d'un artiste qui ne fait pas d'œuvre, qui ne fait pas d'art. Et c'est merveilleux, puisqu'on peut vraiment regarder, et ça, c'est ce que je pensais en arrivant ici pour notre affaire aujourd'hui, si on pourrait établir 3 périodes principales de l'art de Gustave, en somme, jusqu'en 1959, avec vraiment une production picturale, pour reprendre les termes savants, et donc d'œuvres, de tableaux. Ensuite, entre 59 et 1996, vraiment tout ce procédé de recherche, et d'ailleurs qui à chaque fois fera des incarnations phénoménales et époustouflantes. L'art autodestructif, s'il avait cherché à faire carrière de ça, il aurait pu faire une marque et une richesse qu'on connaît de nombre d'artistes qu'on fait. Mais ça, on va pouvoir vraiment le voir à nombre de points durant cette période-là. Et à partir de 96, justement, de revenir vers une création d'objets, mais qui sont des objets d'expérience de l'objet, plus que l'objet en lui-même. Mais il faut l'objet pour cette expérience. Mais ce qui est formidable de penser, justement, de tout ce moment-là, entre 59 et 96, ça va être vraiment des... Et ça, on en avait discuté une fois avec Gustave, où il me dit, mais si j'avais cherché à développer chacun des points qu'il a mis en œuvre, il aurait vraiment pu faire œuvre et carrière. carrière. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y avait un vrai ennui. Bien sûr. C'est-à-dire d'arriver avec une proposition, d'essayer de la mettre en œuvre, souvent d'être freiné par des contraintes de la réalité va souvent dans le chemin. Soit on s'arrête au texte, et donc là, d'où la nécessité pour moi de faire ce livre à ce moment-là, où se dire ben, finalement c'est un art de proposition, comme je disais, et donc l'écrit sera la seule incarnation de son œuvre, donc de la retrouver ici, mais à chaque fois qu'il ira, par exemple, je pense au moment où il va faire tous ses essais de stylex de lumière sur du papier photosensible, il en fait 4. Et quand on voit les 4 qu'il a fait, elles sont magnifiques. Elles sont juste splendides, ces pièces. Mais il en fera que 4. Et dont un que je retrouvais, que je publiais dans le livre, où il explique comment il fait. Donc il fait des tests, il explique les tests au dos et ça s'arrête là. Ouais, c'est la répétition qui l'ennuie. Voilà, exactement. C'est vraiment cette nécessité de constamment inventer des formes. Mais aussi, ce qui est phénoménal et fondamental chez Gustave, c'était justement de par cette nécessité de ne pas faire œuvre, de ne pas faire objet, de faire œuvre art, mais pas faire œuvre objet, il en arrive aussi à quelque chose que peu vont accepter de vivre, qui est une vie précaire financière, une vie extrêmement difficile. Enfin, une vraie vie que tous ceux qui l'ont connu raconteront les mêmes histoires. Je me souviens une fois où il vient à la maison, et chez moi, et il me dit qu'il n'a pas l'eau chaude, il n'a pas eu l'eau chaude pendant des années, et puis il n'avait pas de duvet. Et on parle quand même là des années 2000. Donc je lui donne mon duvet, mais juste d'arriver à penser à ça, et je pense que c'est fascinant dans cet engagement sans compromis artistique, il le retrouve au niveau de sa vie.
Et c'est, je pense, une leçon extrême et énorme, surtout ici à Monaco, de penser une réalité qui s'écrive hors de l'argent, une réalité qui s'écrive dans un art pur, et puisque lui, de toute manière, ne voit pas ça autrement qu'une œuvre d'art. Et d'ailleurs, tous ceux autour de lui accepteront et soutiendront justement cette œuvre. Oui, c'est effectivement. Mais c'est quelqu'un qui était, qui vivait totalement les choses qu'il prêchait. Enfin, il n'y avait pas Bien aucune sûr. ambiguïté ou peut-être même hypocrisie là-dedans. C'est quelque Mhm. chose là-dessus qui est très clair. Est-ce que vous voulez peut-être dire un mot pour conclure? Bon, on vient de commencer, On c'est vient de très commencer. important là. Oui, alors pour reprendre après la pause. Moi, je voulais justement parler beaucoup de ses engagements et donc je vais citer ce message d'Extinction Rebellion. Alors qu'il faut que je traduise en simultané, c'est que depuis que Metzger a conceptualisé le projet Stockholm en juin phase 1 en 1972, comme vu à la Biennale de Sharjah en 2007, les émissions ont grimpé de 90%, plus de la moitié of all greenhouse gases voilà, ont été émis dans les 30 dernières années. Malgré des conditions climatiques extrêmes, la famine, la guerre, les déplacements de la majorité du monde, l'Amazone qui a touché un point vital extrême, les feux de forêt, les glaciers qui fondent et la glace arctique, de jeunes personnes et des scientifiques qui protestent, nos émissions ne sont même pas encore arrivées à leur point culminant. La destruction écologique monte constamment, des écosystèmes vitaux sont en train de mourir et nous faisons partie de la nature et c'est donc notre suicide. Le euh, top 1%, les 1% les plus riches à travers le monde, c'est-à-dire 70 millions de vous, mais je dirais de nous même, sont responsables de 15% de toutes les émissions, plus que 3,5 milliards de personnes qui sont les 50% les plus pauvres. Nous appelons tout le monde qui assistent à cet événement à urgemment reconsidérer leurs relations personnelles au thème développé par Metzger et à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour, pardon, pour pousser une action urgente à travers tous les moyens disponibles. Voilà, changer des énergies fossiles, utiliser vos connexions politiques, changez vos business models, rejoignez-nous dans les rues, il n'y a pas d'art sur une planète morte, agissez maintenant tant qu'il est encore temps. Voilà, merci beaucoup. Ah ouais, mais c'est ça, tu vois, ça c'est le manifeste Harmonie de 1970 aussi. Ouais. Et c'est magnifique, le rapport est là, il est essentiel. Mm. Donc le manifeste Harmonie de 70 est coécrit avec Jérôme Ravetz. Et le troisième point dit, pour survivre, nous en tant qu'espèce, devons réapprendre de vieilles attitudes et acquérir de nouvelles attitudes pour notre interaction avec le monde qui nous entoure. Dans les termes les plus simples, notre planète et ses ressources doivent être un héritage, doivent être protégées et augmentées pour nos descendants. Et plutôt que de consommer les matériaux et les énergies, nous devons trouver des cycles stables de transformation de l'énergie et de la matière. Donc effectivement, le message que tu as reçu ne pourrait pas être plus juste à la fois dans l'extrême présent dans lequel on vit, mais aussi dans cette œuvre qui s'écrit depuis le milieu des années 40 jusqu'à sa mort en 2017, qui va être vraiment tout un regard de l'artiste face à sa société, face à son monde contemporain, et oui, un regard probablement désespéré mais plein d'espoir, et qui va pouvoir mettre en œuvre une œuvre non matérielle, mais qui nous incite à repenser tous nos liens, toutes nos interactions, autant au sein de cette œuvre d'art qu'au sein de notre vie avec le monde et de la société contemporaine. Merci Mathieu, merci Hélène. Peut-être, Ouais. si tu permets, parce que j'ai une Oui. petite citation de Gustave Metzger. Ah oui. Il avait participé à un marathon Extinction à la Serpentine en 2014 et il dit à ce moment-là, le monde de l'art, de l'architecture et du design doit se positionner face à l'effacement continu des espèces.
même si les perspectives de succès sont faibles. Nous avons le privilège, et c'est notre devoir, de nous trouver à l'avant-garde de la lutte. Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre la voie de l'éthique vers l'esthétique. Nous vivons dans des sociétés qui suffoquent sous les déchets. À chaque fois que vous voulez acheter un nouvel ordinateur portable ou téléphone mobile, rappelez-vous les photos terribles de ces jeunes garçons prématurément vieillis qui passent leur courte vie à s'occuper de la technologie toxique rejetée par notre civilisation. Donc voilà, ce n'est pas pour plomber l'ambiance de la soirée, mais c'est vraiment l'enjeu aussi de Gustave, c'est à chaque fois de dire ça commence par la responsabilité individuelle. Et tu mentionnais tout à l'heure ce projet qu'il a commencé en 2007, RAF, Reduce Art Flight, qui est aussi un, un clin d'œil, si je puis dire, à la Royal Air Force. 2007, c'est l'année où on a la convergence de ce grand moment où il y a à la fois le Sculpture Project à Münster, il y a la Biennale de Venise et la Documenta de Cassel. Donc le Les monde de planètes l'art étaient alignées. international Les planètes étaient alignées. se déplace entre ces trois pôles. Et à ce moment-là, en reprenant aussi finalement des techniques du militantisme ou les fly qu'on pouvait avoir pendant la période de la guerre, eh bien, il va largement distribuer sur Reduce Art Flight pour jouer aussi sur cette prise de conscience. Et donc ça a été réactivé par la suite, mais lui-même s'appliquait cette première règle. Il voyageait quasiment pas, ne montait pas dans un avion, et il était très clair, au-delà de son âge avancé au moment où l'exposition s'est préparée, qu'il ne viendrait pas la voir, au-delà des raisons de santé, parce qu'il a toujours eu aussi cette éthique personnelle dans sa vie, et toujours cette conscience aiguë du moment, comme beaucoup de sa génération. Cette question des vols et des vols dans le monde de l'art, justement, elle est énormément remise en cause aujourd'hui, notamment face à l'absurdité des foires, des foires qui montrent les mêmes artistes par les mêmes galeries avec les mêmes visiteurs dans tous les endroits du globe. Et voilà, il a fallu les confinements pour qu'on ait un temps d'arrêt pour certains pour regarder ça. Effectivement, chez Gustav Metzger, c'était en 2007 déjà quelque chose qui était très présent. Et c'est voilà, un des exemples parmi tellement d'autres où il a une acuité, une préscience sur le monde de choses qui nous sont essentielles aujourd'hui. Tout à fait. Bah, c'était un des enjeux aussi lorsque nous avons préparé cette exposition à Nice, c'était de la préparer aussi en étant finalement fidèle aussi à sa manière de travailler. Donc, il n'y a quasiment pas eu de transport, peut-être 2 maquettes. Les pièces ont été réactivées sur place en collaboration avec des étudiants et des étudiantes. Donc, il y avait aussi vraiment cette prise de conscience que j'ai amorcée il y a plusieurs années, mais qui a été vraiment renforcée aussi par la rencontre avec Gustav Metzger et ses engagements, d'avoir aussi une éthique dans la manière dont on produit les expositions, et qu'on peut aussi commencer à agir par là, pas forcément en faisant un statement ou quelque chose qui soit visible ou affiché, mais qui soit une attention de tous les jours, parce que c'est aussi ça, finalement, faire un choix de transporter ou de ne pas transporter, de renoncer parfois à des pièces, de penser d'autres manières de produire. Et c'est vrai que Gustav Metzger a été vraiment d'une grande influence aussi sur ces aspects-là. Oui, et je te le disais en préparant d'ailleurs ce talk, que tu as eu cette influence sur toi et tu as eu cette influence sur moi aussi, puisque l'exposition qu'on présente en ce moment à la Fondation Voice de Robert Morris, on a décidé de la produire sur place plutôt que de l'expédier depuis New York, ce qui n'avait a priori pas de sens. Et donc ce sont des comportements qu'on intègre tous aussi au fur et à mesure, qui sont plutôt vertueux. Et Ouais, mais ce qui, qu'il faut au-delà voir. de l'œuvre d'art, voilà. Oui, mais ce qui est intéressant, alors là, tu vas poser une autre question qui est fondamentale, c'est la question de l'exposition Oui, et aussi de comment la repenser bien ainsi. sûr. Et c'est magnifique de voir comment justement une œuvre comme celle-ci va nous forcer à repenser les fondamentales donc, du musée, comme tu disais, mais aussi de ce qu'est une exposition, comment on la produit. Qu'est-ce que c'est parce qu'il y a aussi il y a un enjeu, certes salutaire, de ne pas faire venir une œuvre, mais il y a aussi de privatif. Donc, ça veut dire qu'on prive un public de ne pas pouvoir voir quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement, c'est magnifique. Moi, je suis le premier à aussi le mettre en avant, mais c'est intéressant de ce que ça va entraîner
dans notre mode de travail en tant que commissaire. Alors, il y a deux types d'œuvres dont on peut parler. Il y a les œuvres picturales, pour reprendre un mot qui te tient à cœur, par exemple, et qui sont pas reproductibles, effectivement. Et il y a aussi les œuvres qui sont dérivées de Art by Telephone, si je puis dire, qui sont des œuvres dont des instructions sont données, puisque tu tiens tant à Molinage et au musée de Chicago en 69, donc des œuvres dont les instructions sont données par téléphone et qui sont produites. Voilà. Et c'est vrai que dans le cas de Maurice, c'était une possibilité pour nous, ce qui n'aurait pas été le cas pour une œuvre en feutre, par exemple. Ça a aussi été le cas, d'ailleurs, l'année dernière avec Laurence Wiener, et on a travaillé par téléphone, tu vois, de cette manière-là. Mais effectivement, ça s'applique pas aux œuvres picturales qui, si on ne les déplace pas, et si nous non plus nous ne nous déplaçons pas, on se prive d'un certain nombre de choses. Ouais. C'est une question. Merci beaucoup. Je remercie infiniment Hélène et Mathieu. Je pense qu'on interrompt ici, sachant que nous pouvons toujours répondre à des questions. Et je vous renvoie de toute façon à ces ouvrages. Les écrits de Gustav Metzger qui sont dans les mains de Mathieu, qui sont la Bible sur le sujet. Remember Nature, le catalogue d'exposition d'Hélène au MAMAC au musée de Nice, qui est essentiel aussi, et ce catalogue, Gustav Metzger Auto Creative Art, de Mathieu Copland pour le musée d'art contemporain de Lyon, avec, je dois le mentionner aussi, une couverture que nous devons à Philippe de Crozat, artiste pour lequel nous partageons une certaine admiration. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, et si vous avez des questions, Ah oui. n'hésitez pas.